Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé donc des missions à l'étranger. Au titre du ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre d'État a présenté un projet de décret qui a été adopté. Ce projet de décret donc porte nomination de nouveaux membres de la CENI. Vous avez certainement suivi l'actualité. La Commission électorale nationale indépendante pilotée, pourvue par la société politique à travers la représentation de la majorité, la représentante de l'opposition, mais aussi pourvue par des représentants donc, de la société civile dans ses composantes coutumiers, religieux et associations des droits humains. Vous le savez également, il s'agit donc de 15 membres. Le processus de désignation donc s'est tenu sans incident majeur et nous pouvons donc dire aujourd'hui que nous avons les 15 membres qui vont donc être les commissaires donc, de la CENI. Le texte organisant également la CENI, donc le code électoral et bien d'autres textes législatifs, indique qu'une semaine après la prise du décret, il faut que les 15 membres prêtent serment devant le Conseil constitutionnel. Et à l'issue donc de cette prestation de serment, les 15 membres devraient se retrouver pour désigner le bureau de la CENI. Et le bureau de la CENI est composé d'un président et de vice-présidents et naturellement de commissaires. Et je sais que vous savez aussi que aucun commissaire issu donc de la société politique ne peut présider la CENI. Seuls les membres issus de la société civile peut être désigné donc président de la CENI. Donc le Conseil des ministres a adopté ce décret portant nomination des 15 membres de la CENI. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif à un projet d'ordonnance portant autorisation de ratification d'un accord de prêt, conclu donc le 10 juin dernier entre le Burkina Faso et la BOAD, la Banque Ouest africaine pour le développement. Cet accord de prêt donc d'environ 30 milliards de francs CFA devra donc servir à construire et à bitumer la route nationale numéro 11 qui va donc de Kolinka-Fara jusqu'à Poura. Cette route est longue de 93 km. Au titre du ministère de la Communication, des Relations avec le Parlement, le Conseil a adopté un décret portant donc modalité de délivrance de la carte de presse et du laissez-passer au Burkina Faso. Il vous souviendra que cette carte de presse avait été instituée en 2009 et bien sûr, depuis lors, de nouvelles lois ont été adoptées en 2015 pour davantage épanouir la presse. Et ces nouveaux textes induisent qu'il faut prendre un décret pour définir les conditions de délivrance de la carte de presse. La carte de presse est un document qui est donc attribué aux journalistes professionnels. Je pense que c'est un acquis important qui vient d'être donc ainsi reconnu et le gouvernement a adopté donc ce décret. Alors cette carte de presse va naturellement faciliter votre travail, vous faciliter l'accès aux informations et à des lieux publics et naturellement ça vise à organiser aussi la corporation de journalistes. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil des ministres a examiné un rapport sur l'évolution des prix des produits de grande consommation et les actions de contrôle. Donc c'était une observation générale depuis donc la survenance de la pandémie que naturellement les coûts ou les difficultés de transport du fret maritime ont dû impacter certainement l'importation de certains produits de grande consommation. Le président du FASO a instruit donc l'étude et la prise de décision bénéfiques aux populations. Et donc dans les jours à venir, nous allons, avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, donc prendre connaissance de ces mesures et, donc, qui concernent les produits de grande consommation.
Après ces points de délibération du Conseil des ministres, nous avons abordé le sujet des communications orales. Et au titre des communications orales, le ministre d'État chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation a fait un point donc, au Conseil des ministres sur les marches de l'opposition organisées donc, les 3 et 4 juillet sur l'ensemble du territoire. Donc le Conseil des ministres a pris note des informations qui ont été portées et qui rappelaient essentiellement, qui donnaient les statistiques de ces marches, mais surtout qui prenaient acte aussi des messages livrés par le chef de file de l'opposition. Donc nous avons discuté et échangé sur ce point et rappelé que le plus important était maintenant de se mettre au travail, puisque bien des mécanismes constitutionnels existent pour aborder un certain nombre de sujets. Il s'agit, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, d'user de tous les pouvoirs qui existent pour, naturellement, contrôler et vérifier les informations, vérifier les dotations budgétaires donc, qui sont accordées à nos forces armées nationales. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, le ministre des Affaires étrangères en charge des Affaires étrangères a informé le Conseil des ministres de la tenue du prochain TAC, le TAC sur le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ce sera la 9e conférence au sommet des chefs d'État, puisque vous savez que les chefs d'État se rencontrent de façon régulière. Et donc, cette conférence se tiendra donc du 25 au 28 juillet prochain en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Et elle est précédée habituellement d'une conférence des experts et puis d'une conférence des membres du gouvernement pour s'achever donc par une conférence au sommet des chefs d'État. Le ministre en charge de l'économie et des finances a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 22e Assemblée générale des établissements publics de l'État, que l'on appelle couramment les EPE. Donc cette Assemblée générale se tiendra le 15 et le 16 juillet prochain. Et tout comme l'Assemblée générale des sociétés d'État, cette Assemblée générale des EPE permet donc à ces organismes de présenter leurs rapports d'activité, mais aussi leurs comptes financiers. Au niveau du ministère en charge de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion de la langue nationale, le ministre en charge de l'éducation a informé le Conseil des résultats des examens, donc session 2021, en ce qui concerne particulièrement le certificat d'études primaires, CEPE, le brevet d'études du premier cycle BEPC et les résultats des examens du même type qui se déroulent donc dans le secteur de l'enseignement technique et professionnel. Au titre du CEPE, le taux de succès à l'examen du CEPE de cette session 2021 est de 59,34% cette année, contre 66,6% en 2020, soit une baisse de quelques 6 points de pourcentage. La région de l'Est a obtenu le taux de succès le plus élevé avec 71,52% d'admis et celle du Nord enregistre donc la plus faible performance avec 47,97% de taux de succès. Je peux aussi partager avec vous le nombre de candidats. Nous avions 450 502 candidats inscrits. 430 583 ont pris part à l'examen et nous avons donc 255 526 admis sur l'ensemble donc de ces candidats qui se sont présentés, ce qui fait donc le taux de 59,34%. Au niveau du BEPC, les résultats de l'examen du BEPC se présentent comme suit. Nous avions 302 060 élèves inscrits pour cet examen. 288 893 se sont présentés et 80 418 élèves ont été déclarés admis. Donc vous voyez que le taux ici est très bas, très faible, ce qui fait que le taux national de succès au BEPC de la session 2021 est de 27,84% contre 36,47% l'année passée, soit une régression de près de 8 points. La région du Sahel réalise la meilleure performance avec un taux de succès de 33,38%, alors que celle des Cascades a enregistré donc la moins bonne performance avec 24,62%. Alors, dans l'ensemble, donc, ces sessions se sont bien déroulées. Il y a eu quelques difficultés. Nous aurons l'occasion probablement, soit dans le compte rendu exhaustif, soit une occasion d'échanger avec vous, de revenir sur quelques difficultés
que nous avons pu rencontrer au cours donc, de cette session 2021. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, donc en charge de l'organisation du baccalauréat, a informé le Conseil aussi de la tenue du baccalauréat dès demain. Ce sera lancé à Zignari. Donc cet examen aussi donc, va se dérouler après les premiers examens que je viens de mentionner. Et cet examen de baccalauréat va concerner 154 775 élèves, donc répartis sur l'ensemble du territoire, répartis comme suit: 85 642 garçons et 69 133 filles. Nous avons donc dans ce taux environ 27 000 candidats libres, c'est important de le savoir, et les statistiques donc, des inscriptions nous indiquent que le candidat le plus jeune est né le 17 novembre 2006. Il va composer donc au lycée municipal Rimvougré, à Ouagadougou, ici. Et le candidat le plus âgé, M. Savadogo, né, plutôt Mme Savadogo Salamata, née le 22 septembre 1957. Elle va donc composer aussi donc, au lycée Ouézen Koulibaly de Bobo Dioulasso. Il n'est jamais trop tard donc, pour apprendre. Alors, au titre du ministère de la Communication, en ce qui concerne les communications orales, le ministre de la Communication a informé le Conseil des ministres de la tenue demain à Waïguia, et ce jusqu'au 9 et 10 juillet, la tenue d'un forum sur les priorités et le rôle de la radio rurale. Ce forum, donc, qui va réunir environ 200 personnes, va remettre au centre des intérêts la question de la radio rurale, souvent prise en pression entre la très grande évolution de la télévision et la très grande évolution des médias en ligne. Il s'agit donc de se recentrer aussi sur cet outil qu'est la radio rurale, parce que nous sommes aussi dans un pays où les défis de développement restent, où les défis pour la résilience restent, où nos populations rurales sont certainement les plus importantes. Donc, en accord avec nos partenaires techniques et financiers et les ministères en charge du secteur rural, donc, le gouvernement va se retrouver demain à Waïguia pour essayer de faire remonter en surface donc, les priorités et les rôles de cette radio afin qu'elle puisse remplir donc, au mieux sa mission. Donc, tel était le sujet sur lesquels nous avons donc travaillé ce matin. Et puis, le compte-rendu exhaustif, naturellement, complétera sur les autres points que je n'ai pas eu besoin ici de relater avec vous. Voilà. Vous êtes, je n'ai même pas fini, vous avez déjà levé. Il y a un principe de prendre une ou deux questions, effectivement. Je pense qu'on peut sacrifier à cette tradition. Allez-y. Oui. C'est l'affaire qui fait beaucoup de sur les réseaux sociaux, ce qui se passe notamment au ministère de la Culture, avec cette commande d'une voiture de fonction d'un prix exorbitant, c'est selon 87 millions de francs CFA. D'abord, est-ce que c'est une procédure légale ou est-ce qu'elle n'est pas dans l'ordre des choses? Si c'est une procédure légale, du point de vue éthique et moral, qu'est-ce que le gouvernement pense de cette situation? Et puis, dans cette affaire, on a vu notre service interne de l'administration qui a circulé également sur les réseaux sociaux. On s'est rendu compte que de plus en plus, c'est une pratique qui revient. Comment se fait-il qu'à chaque fois, les notes de service de l'administration se retrouvent sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que cela donne comme signal du fonctionnement de l'administration? Oui, bien. C'est une question sans surprise au regard de l'actualité et d'un certain nombre de fonctions qu'on a voulu donner à l'affaire. Quand on considère la coïncidence avec laquelle cette affaire apparaît au moment où il y a aussi un certain nombre de discours donc, relativement donc, aux marches du 3 juillet. Donc on peut déjà s'interroger sur la coïncidence pour une lettre qui date du mois d'avril. Bon, mais enfin, nous sommes aussi des hommes politiques, je dois vous le rappeler. Il y a des ministres aussi qui sont des hommes ou des femmes politiques, c'est important, c'est une dimension importante. Mais ceci ne devrait pas naturellement nous faire
j'allais dire, esquiver la question. Je dois dire d'abord que c'est une pratique légale. Il faut d'abord retenir que c'est un patrimoine de l'État. Il s'agit donc des processus ou des procédures d'acquisition d'équipements de l'administration de l'État. Vous savez que le budget de l'État comporte ce qu'on appelle les dépenses communes qui peuvent être dépensées pour l'ensemble de services de l'État, mais vous savez qu'autour de chaque département ministériel, il est organisé aussi une prévision et une exécution du budget pour chaque département ministériel. Il peut y arriver effectivement que dans les prévisions, dans les budgets adoptés, donc dans la loi des finances, qu'il soit prévu qu'un véhicule soit acheté, et puis le reste, il s'agit simplement de mettre en œuvre. Je ne doute pas qu'il s'agisse de cela, puisque moi-même, lorsque j'ai vu la note, je sais que le département des finances est un département très professionnel. S'il n'y avait pas de prévision, s'il n'y avait pas donc le cadre juridique qui autorisait une telle acquisition, cela n'aurait pas pu être. Donc il faut considérer que c'est une voiture qui va être achetée pour le parc automobile de l'État ou le parc automobile du ministère de la Culture. Dans tous les cas, c'est le parc automobile de l'État. Je ne suis pas très bien placé pour juger de l'aspect éthique ou l'aspect moral, puisque l'État, c'est aussi le sens des responsabilités. C'est aussi évoluer dans un cadre juridique convenu, connu de tous d'ailleurs. Ce n'est pas la première fois. Et notre État, naturellement, est amené à faire souvent des acquisitions. Et moi, je situe ça dans ce cadre-là. Maintenant, si il y a une certaine envie de créer un choc moral ou une manipulation, j'allais dire, politicienne, pour en faire une affaire d'État, ça, je ne peux m'aventurer sur ce dossier. Mais c'est une dépense légale. Ah oui, la note sur les réseaux sociaux, je pense que ça nous appelle tous à de la responsabilité de notre travail. Les réseaux sociaux ont des avantages, nous sommes tous d'accord. Ça permet de partager très vite l'information, ça permet de mettre le curseur de la transparence à un niveau appréciable, puisque ça crée une société de l'information. Mais à côté de ces avantages, on a de gros désavantages où naturellement, parce que généralement les utilisateurs ne sont pas peut-être éduqués aux médias, il y en a qui pensent qu'en partageant un document dont il a connaissance, parce que chacun à sa position donnée peut avoir accès à ce document. Vous savez comment l'administration est organisée. Il y a le projet de lettre lui-même, il y a la signature de la lettre, il y a bien de services qui transmettent les lettres, il y a beaucoup de personnes qui entrent en ligne de compte. Et souvent, une simple photographie de notre téléphone, faite par quelqu'un qui a accès à la lettre, peut naturellement déposer cette lettre dans les réseaux sociaux. Alors, ça doit appeler à une responsabilité, tout simplement. Un document administratif qui se balade comme ça, effectivement, pose des problèmes. Mais ce n'est pas nouveau. Moi, je crois que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas nouveau. Il faut d'abord, par nous-mêmes, s'abstenir certainement de mettre sur le web, sur la place publique, parce que le web, c'est la place publique. Je ne sais pas si on est tous conscients de ça. C'est pratiquement comme le marché. C'est comme si vous allez déposer vos ordures sur le marché. Il n'y a pas de règles, tout le monde a accès. Et une fois mis, vous ne pouvez pas aussi retirer. Je ne sais pas si là aussi on est conscient de ça. Donc il s'agit peut-être de travailler à une plus grande conscience des utilisateurs des réseaux, peut-être à sécuriser aussi les process de l'administration. Peut-être qu'il faut travailler à sécuriser les process de l'administration, à sécuriser les documents. Et puis bon, l'un dans l'autre, en principe, on devrait pouvoir trouver les moyens de ne pas retrouver de plus en plus des documents administratifs ou même des documents privés. Parce que ce n'est pas normal qu'on retrouve votre certificat de mariage en train de se balader dans les réseaux sociaux, votre acte de naissance en train de voyager. Ce n'est pas normal, par exemple. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire à ce niveau. J'en conviens avec vous. Mais j'en appelle au sens de la responsabilité et puis de ne pas toujours boxer sous la ceinture. Moi, c'est la coïncidence de la publication de cette lettre avec un désir de mobilisation, apparemment qui me semblait tout à fait suspecte. Mais enfin, nous comprenons cela. En tant qu'homme politique, il arrive que des mauvais joueurs jouent un mauvais match. Ça arrive très souvent. Oui. Une autre question? Oui. Oui.
Alors, oui, permettez-moi donc de fouiller un peu mes documents pour relever un peu les innovations de cette carte de presse. Elle a été instituée en 2009 par arrêté ministériel. Et puis je crois que vous êtes tous d'accord avec moi ici que de 2009 à maintenant, elle n'a pas certainement produit les effets escomptés, puisque les journalistes eux-mêmes, je pense, attendaient que cette carte soit un outil qui valorise votre métier, un outil qui vous permet d'avoir accès à un certain nombre de choses. Et ce qui fait que la plupart des journalistes aujourd'hui, même quand ils ont la carte de presse, ont aussi souvent la carte de leur entreprise de presse. Donc déjà, en évaluation de cette pratique depuis 2009, on peut considérer qu'il y a quelque chose à améliorer sur cette base. Ça fait quand même 12 ans. Deuxième raison qui justifie donc ce décret, c'est qu'il y a un nouveau cadre juridique, je l'ai mentionné. Vous savez qu'en 2015, bien de textes de loi ont été adoptés. Je pense qu'on peut évoquer la loi sur la presse écrite, on peut évoquer aussi la loi sur la presse en ligne, on peut évoquer aussi la loi sur la radiodiffusion sonore et télévisuelle. Alors, ces nouvelles lois induisent que la carte de presse devrait être portée par un décret avec un certain nombre d'orientations. Donc, en termes d'innovation, concrètement, d'abord, ce qui reste, c'est que la carte de presse reste une attribution des pairs. Ça veut dire que c'est les journalistes eux-mêmes, organisés dans un comité paritaire, qui ont l'autorité de délivrer la carte de presse aux journalistes qui le demandent. L'innovation, c'est de faire en sorte aussi que cette carte de presse ou le comité technique qui était abrité de façon fortuite au niveau du Conseil supérieur de la communication revienne donc au ministère en charge de la communication à travers un secrétariat permanent qui est un service technique qui appuie, puisque vous êtes des pairs, donc vous n'êtes pas des gens permanents dans ce comité. Il faut donc un dispositif administratif qui accompagne la mise en place de cette carte. Ce qui peut être nouveau aussi, c'est que désormais, nous allons demander aussi aux correspondants de la presse étrangère de pouvoir aussi s'enregistrer, pas pour prendre une carte de presse, mais au moins se présenter, qu'on sache aussi qui sont là. Et puis enfin, je pense qu'on peut retenir que la carte de presse aura une durée de validité de 3 ans. Et la principale innovation, c'est que le laissez-passer, nous l'avons distingué de la carte de presse. La carte de presse bénéficie aux journalistes professionnels, dont l'article 5, l'article 6 définit les conditions dans lesquelles on peut bénéficier de cette carte. Et ces conditions n'ont pas changé en général. C'est des conditions de formation, c'est des conditions d'expérience, et puis il y a ce qu'on appelle les conditions formelles, qui consistent à dire qu'il faut faire soi-même la demande, avec certainement les documents qui justifient que vous avez l'expérience que vous avez. Le laissez-passer ici a été détaché pour être juste considéré comme un document qui devrait aller au personnel d'appui du journaliste dans son travail, pour faire la nuance, puisque le journaliste lui disposant de sa carte de presse peut avoir accès, bien sûr, dans les conditions de sécurité aussi qui sont requises. Ça ne vous ouvre pas droit à tout, vous êtes obligé quand même de respecter les dispositifs sécuritaires ou réglementaires qui sont appliqués. Ça, c'est important. Donc, le laissez-passer est demandé par le journaliste pour son personnel d'appui. Donc, je considère que si vous avez un reportage à faire, je ne sais pas moi, à Zignaré, et puis, bon, il y a un chauffeur qui doit vous y accompagner, ou quelqu'un d'autre, celui qui porte votre sac, peut-être que vous avez besoin qu'il ait aussi un document avec lui pour pouvoir donc vous accompagner, et le laissez-passer va à ce sens. Donc, voici les principales innovations. Innovation institutionnelle, donc on revient au principe fondamental sous la tutelle du ministère de la Communication à travers un secrétariat permanent qui va appuyer la carte de presse. Et puis, naturellement, nous avons gardé le principe de l'attribution par les pairs. Ça veut dire que c'est vous qui délivrez les cartes de presse à vos pairs qui la demandent, tout simplement.